Eh bien, l'enfance, elle s'est passée comme tous les enfants de mon âge. On allait à l'école, mes parents 6 ans, hein, et encore. Qu'il fasse froid ou pleuvoir, il fallait. Et on rentrait à midi pour manger. Il n'y avait pas de cantine. On rentrait à midi, on repartait à 2 h moins le quart. Et on s'amusait parce que tout le quartier, on était assez nombreux. Alors on s'amusait en route pour rentrer le soir. On jouait par là. Après, moi, je suis restée ici, je n'ai pas été aux écoles, passer le certificat d'études, c'est tout. Et travaillé à la ferme, et mes parents sont décédés assez jeunes, je suis restée avec mon frère et ma soeur, la mère à Brigitte. Ça n'a pas été terrible, enfin, et on se rassemblait, les jeunes faisaient au foot, on allait les voir, et on faisait du vélo, on allait dans les balles en vélo. On s'amusait, c'est pas du tout comme maintenant, quoi. J'étais à l'école comme tout le monde. On faisait 3 kilomètres pour y aller. On montait d'ici jusqu'au village. Enfin, pas de cette maison, de celle d'amour. Après, j'ai eu le certificat d'études et on allait au catéchisme, à la messe, comme tout le monde. Enfin, pas tout le monde, ceux qui voulaient y aller. À l'époque, on y allait tous. Et après, je suis allé en Algérie et puis j'ai repris la propriété. J'ai travaillé comme j'ai pu. L'enfance, ben d'abord, ça a commencé par d'aller à l'école. Et avant, bon, à la ferme, tout ça, au début de notre petite jeunesse, on commençait à surveiller les oies, les bricoles de la campagne, quoi. Les oies, les cochons, si on y allait, mais avec les grands-parents, ou pas toujours les parents, mais bon. Et après l'école, et quand on rentrait de l'école, c'était à pied. Je partais à l'école à pied, et je revenais de l'école à pied. C'est-à-dire que l'école où j'allais, c'était la maternelle, l'ancienne maternelle actuellement. Parce que je suis née dans ce quartier. Voilà, dans le quartier du Parsan d'Orbert, exactement. Et après, bon, évidemment, ça s'est terminé par le certificat d'études, mais notre instituteur a été rappelé en Algérie. Donc j'ai passé mon certificat d'études ici au village, à Vielle, avec l'instituteur Monsieur Lerporte. Et ils n'avaient pas du tout la même façon d'enseigner, et puis nous étions mal vus, parce que les enfants de ces quartiers, la Serre et tout ça, c'était une époque où les quartiers étaient vraiment marqués. Il y avait pas la guerre, mais enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas... Mais bon, alors évidemment, ça faisait du souci. Et après, ça a été la jeunesse qui a commencé, mais étant fille unique, c'était pas comme dans les familles où ils étaient 2 ou 3, c'était pas simple. Mes voisines, c'était à l'autre quartier, mais il fallait pas y aller trop non plus, pas trop fréquenter, parce que aussi elles allaient à la Vielle, à l'école de la Vielle, et puis après c'était quand même imbibé de cette ambiance, disons. Donc c'était compliqué. Après, bon, quand on a eu 16 ans, 17 ans, 18 ans, après, bon, ça s'est enrayé tout ça. Je n'ai pas été au lycée, j'ai continué à la ferme, à aider et tout ça, quoi. Voilà. Mon enfance, bon, j'allais à l'école du village. J'y allais à pied parce qu'il n'y avait pas de ramassage scolaire. À midi, ben, il n'y avait pas de cantine. Donc, pour ma part, moi, je mangeais à la poste, chez le receveur. Beaucoup de voisins mangeaient chez d'autres personnes, mais on mangeait très souvent, les enfants, comme on était éloignés de l'école, on mangeait dans des maisons proches de l'école. C'était y aller à pied, c'était l'hiver, c'était quand même assez dur. Les routes n'étaient pas goudronnées. La route que tu viens de prendre là maintenant, elle est goudronnée. À l'époque, c'était pas du tout goudronné. On partait avec les sabots, ce qu'on avait. Il n'y avait pas les chaussures d'aujourd'hui, quoi. Ben bien sûr, parce que j'ai encore des souvenirs, tant que je ne fais pas Alzheimer. Eh bien, tu sais, quand nous étions petits, on n'était pas trop mal dans notre famille. Un papa un petit peu plus sévère que la maman. Tu sais, il fallait pas... Le mot merde n'existait pas, alors que maintenant, à la télévision, tu vois tout le temps. Et même pire. Autrement, bon, mais avant, à l'école, on allait à pied. Dans les vacances, on avait le loisir d'aller travailler un petit peu. Et puis moi, mon cafard, c'était qu'il fallait garder les cochons. Et quand ça s'échappait dans le maïs,
Je vais te dire qu'une fois, c'était un maïs de Patelet à côté, de Casteide. La femme était venue me gronder à la maison. Je ne dis pas ce que j'ai fait sur le banc de peur. On jouait aux billes, on jouait au ballon, on faisait de la gym. Après, on avait une caisse aussi, comme on appelait ça. Ça nous permettait d'acheter moins de matériel, des crayons, des cahiers, des trucs comme ça. Après, on avait les livres pour apprendre, et c'était aussi de l'école. Donc après, il fallait les rendre pour les classes. Enfin, c'était un échange en fonction de la classe, quoi. Ça aussi, c'était bien. Et après, donc, comme je dis, les activités, de la gym, du foot, enfin bon, les billes, les premiers jeux de l'enfance, la marelle. Après, quand on était au certificat d'études, enfin bon, la gymnastique pour faire les landites, on appelait ça. Et là, on se retrouvait avec d'autres écoles, d'Orthez par exemple. C'était une grande fête dans le terrain de sport. On était avec des habillements blancs et puis après des bérets ou des foulards en fonction des équipes. Les activités de l'école, et je vais te dire un truc. Quand j'étais petit, on avait une institutrice très gentille. Après, on a eu un instituteur. Maintenant, je pense qu'il irait en prison. À toutes les gifles qu'on a reçues, les punitions, alors que c'était pendant la guerre qu'il fallait économiser le papier. Sur le cahier de brouillon, il nous faisait écrire dans les interlignes. Mais à côté de ça, les punitions, ça tombait. Je reconnais quand même que c'était un très bon instituteur, qui travaillait beaucoup plus. Il n'avait pas... il écrivait quand il y avait une leçon, il y avait les noms, les verbes et les adjectifs. C'était tout écrit au tableau, et bien écrit. C'est lui qui le faisait. Maintenant, tout est photocopié, on te donne beaucoup de paperasse. On avait des punitions, hein. Il y en avait un, il avait l'oreille bleue tellement il avait peur quand l'instituteur arrivait derrière, il faisait comme ça. Et alors, il avait un tiroir qui grinçait, tu sais, le samedi, c'était le jour des punitions, parce qu'on avait école le samedi aussi. J'avoue qu'il travaillait beaucoup, parce que je vais t'avouer une chose, la veille du certificat d'études, tout le canton venait à Montané. Il était fou furieux, il tirait toutes les tables. Bande d'ânes, je vous souhaite être collés tous. Finalement, nous avions les meilleures notes du canton. Ah oui, on avait, comme dans toutes les écoles, on faisait les landites à l'époque. C'était une course, au départ on s'entraînait autour du centre du village, il y avait un petit parcours. On faisait un peu de course là, après il y avait les relais, il y avait le saut en longueur, le saut en hauteur. Il fallait monter à une corde à nœud qui devait être à peu près à 5-6 mètres. C'était des activités physiques et puis après souvent les landites on regroupait plusieurs écoles et je me souviens une fois je crois qu'on était allé à Bayonne ou Biarritz, je me souviens pas exactement et c'était une grande sortie pour nous parce qu'on n'était pas habitués à prendre le car et aller si loin. À l'école, c'était l'école qui était dans le quartier là, qui est fermée. Et maintenant il y avait 3 écoles, elles sont toutes fermées. Les activités à l'école, c'est apprendre à parler français d'abord, parce qu'on ne me parlait pas toi. Il a fallu apprendre le français à partir de 5 ans. Là, c'était la faute quand même de nos parents, père et mère. À l'époque, oui, les gens ils parlaient déjà tous le patois, enfin c'est l'occitan ou le béarnais. Après ils avaient une autre façon de vivre. Cette façon de vivre elle avait perduré pendant des siècles. Il ne faut pas l'oublier, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'après-guerre, c'était comme ça. Le modernisme de l'après-guerre a amené certainement du confort pour beaucoup, pour tous. Mais après, aujourd'hui, on voit ça fait disparaître toutes les exploitations. Donc, que les anecdotes des anciens, écoute, moi, les gens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Et donc, c'était pas forcément facile, mais ils vivaient d'une autre façon. Ils parlaient toujours de comment ils ont vécu la dureté de la vie à la campagne. Après, il y avait aussi des choix, il y avait quelques animations, mais enfin, il n'y avait pas tellement. La fête du village était très importante, beaucoup plus c'était vraiment une réunion de famille. On invitait les cousins, les oncles, les tantes, tout ça. Enfin, c'était vraiment la fête du village. À mi-repas, il y avait les sérénades qui passaient avec des musiciens. Enfin, tout c'était marqué, quoi. Quand il y avait un décès aussi dans la famille, comme il n'y avait pas les moyens de transport de maintenant, toute la famille qui était éloignée venait très souvent en vélo, d'assez loin, enfin 7-8 km des fois, et restait là pour le repas de midi. Et souvent les obsèques c'était le matin, rester là au repas de midi, c'était pas une fête, mais enfin c'était un peu particulier quoi, par rapport à aujourd'hui, quoi. Mes parents, c'était vraiment, non, je vois pas. Qu'est-ce qu'ils pourraient raconter? Des histoires anciennes. Un oncle un poilu de 14 là, qui lui me racontait un peu une
il avait échappé à la mort. Il me racontait un peu. J'étais déjà préoccupé, ça travaillait énormément à ce moment-là. L'agriculture, c'est quelque chose qui montait, quoi. Et ça travaillait beaucoup. Et il fallait donner un coup de main. Ah oui, elle avait une histoire. C'était une ancienne domaine Jadur, c'est une domaine Jadur. C'est-à-dire vieille maison Béarn, il est là depuis 1400 ou 1300. Et donc c'était une ancienne maison noble et il y avait des gens qui avaient été célèbres, qui sont nés, qui étaient célèbres, ou des gens célèbres qui sont venus, notamment la mère d'Henri IV à l'époque. Un gens célèbre, un de mes grands-oncles qui était docteur, chercheur à Bordeaux et à la Sorbonne, une faculté de médecine et de pharmacie. C'était une maison jacquère, c'est-à-dire sur les routes Saint-Jacques. Ici, mes grands-parents avaient acheté, mes grands-parents, cette maison, parce qu'il y avait un moulin pour faire la farine. Ça a été bâti par mes parents et puis moi aussi j'en ai fait beaucoup. J'étais plus petit, j'ai arrangé, avant la maison allait jusque-là, il y a la cheminée, et puis ça ne me plaisait pas, parce que je l'avais fait, parce que mes parents, il fallait pas qu'ils montent les escaliers au premier étage. Alors il fallait faire une cuisine, c'était la chambre, la cuisine. Et après ça ne me plaisait pas, voilà, c'était là le mur. J'ai tout cassé, j'ai repris tout ça, regarde. Derrière, sous-yard, la cuisine, la salle à manger, elle existait celle-là, mais elle n'était pas comme ça. 3 chambres en haut où je couche. Moi non plus, je ne peux pas monter les escaliers. Il faut éviter les chutes au maximum. Ça s'est agrandi. Parce qu'à moi, à l'époque, maintenant c'est du commerce de bois. J'achète le bois et le vends ici. Tandis que moi, comme tous les paysans avaient quelque chose à faire, ils m'amenaient le bois, c'était du travail à façon. Ils payaient le mètre cube que je sciais. Eh bien, ils l'ont monté. Avant, c'était une verticale, lame à l'eau, c'était à l'eau, bien sûr. Après, moi, j'ai mis un moteur. J'avais acheté une ruban qui est encore en place, qui a été agrandie, bien sûr. Ils sont trois, le fils et 2 associés qui travaillent à la scierie. Et les scieries ont disparu dans tout le secteur. À côté, c'est Ducos, Badi, il y a Yantino, à la Marguerite, ici en haut, d'où est quelques. Après, c'est des neuves, des maisons neuves. Oguruka, c'est d'où est la mère d'Annie, Oguruka. Ici, c'est le quartier La Marque. Le centre du village, c'est le quartier La Vielle. Loin, il y a le quartier Mourette. Là-haut, La Carrère. Ici, c'était le quartier dans La Marque. Les maisons, là, chez le voisin, le nom de la maison, c'était Ramounette. Ici, c'était Mique. À côté, La Crabe. Urticot, là-bas, un voisin à 500 mètres. Bouhort, en haut, là. À Cassagne, ça s'appelait Cassagne, le nom de la maison. Domingo, là où il y a notre voisin anglais, là. Ah mais les quartiers, oui, il y en a plusieurs. Moi, je fais partie du quartier de La Marque. Il y avait le quartier de la Carrère, le quartier de Bellegarde, le quartier d'Aix, du Parsan. C'était le quartier de la Vielle, je crois, la Vielle. Le Mourette, voilà aussi, le Mourette. Après, à la Serre, c'était la Serre, tout court, je crois. Au départ, c'était Montané, la Serre. Montané ici, la Serre de l'autre côté. On disait Montané, la Serre. Bon, la Serre, ça a disparu, c'est surtout Montané. À l'un des maisons, c'était des vieux noms. Hein. D'ailleurs, on nous appelait par le nom de la maison. Moi, on m'appelle encore par le nom de la maison. On ne m'appelle pas par mon nom. Moi aussi, j'appelle à certains gens, quand je parle de certains, je ne dis pas son nom de famille, je dis le nom de la maison. Tout à l'heure, vous parliez d'André Lost, moi je dis Pouchou. Moi, je m'appelle Poun, mais la maison c'est Bouhort, on m'appelle Bouhort. Il y en a un, il va peut-être pas venir aujourd'hui, mais quand il vient chaque fois ici, il me dit alors Bouhort, comment ça va? D'ailleurs, je suis en haut de la colline et il y a la côte pour monter chez moi, c'est la côte de Bouhort. Alors là, ces noms-là, ils ont des siècles. Alors il y a très peu de familles qui ont toujours gardé le nom. Surtout après la Révolution française, on n'avait pas les mêmes lois avant, les lois béarnaises. La fille qui se mariait chez elle, elle gardait son nom. Donc les enfants étaient appelés du nom de la mère. Après la Révolution, c'était les lois de maintenance, le mari. Alors il y a très peu de familles qui ont gardé le nom de la maison. Après la Révolution, s'il y avait une fille qui se mariait chez elle, elle perdait son nom. Le quartier, c'est le quartier Lalanne, et la maison, c'était chez Chantinou. Et d'ailleurs, actuellement, le nom de la petite rue, là, ça s'appelle chemin Camine de Chantinou. Oui, il y en avait, oui. Ici, c'est la maison Piolou, ici.
Il y a plusieurs quartiers parce que c'est très grand, donc les jeunes sont regroupés sur des secteurs où en fait ils se voyaient entre eux. Le quartier La Serre, c'en est un, mais enfin, après il y a le Parsan qui n'est pas forcément un quartier, on l'appelle comme quartier mais en fait ce n'est pas un. Et Enx aussi, c'est un autre quartier. Et tous ces trois quartiers, ils ont chacun une église qui est sur les routes de Saint-Jacques. Après il y a la Vielle, c'est le centre ici, avec une autre église. Après il y en a d'autres quartiers qui n'ont pas d'église, mais ce sont plutôt des hameaux. Et il y en a, chacun a des noms très particuliers. Oui, dans mon quartier, il y avait le voisin au-dessus qui s'appelait Monsieur Lastisner. Ça s'appelait Alescarré, le nom de la maison. Après, il y avait chez Cazot, c'est pareil, ça s'appelait Doumerc. Et Zabadi, ça s'appelait chez Laurencine. Chez Tri, ça s'appelait Bourdéou. Et après, il y avait l'Antique aussi. C'était des noms de maisons du quartier. Ah, notre quartier, c'était le quartier Mouret. Alors je vais te dire ce qu'on disait à Montané. Il faut te dire qu'on s'entendait tous très bien, sauf celui qui habitait vers les champs. Et les gens disaient, en patois, oh Mouret, si t'en touches un, c'est tout le quartier qui tremble. Ah oui, c'est ça. Et la solidarité. Ah Mouret, c'est ton cossu, tout le Mouret que t'aimes. Ah oui, on s'entendait très bien. Et ça, tu sais, tu le trouves pas partout. Tu le trouves pas partout. Maintenant, c'est changé, il y a plus cette coalition. Le quartier La Serre, c'était comme quartier par exemple. La Serre, c'était autre part, de l'autre côté là-bas. Ah oui, c'était là où il y a l'église. Enx, c'était au Parsan. Ben, les anciens noms. Et Montaubois, il y avait Mignot. Montaubois, c'est chez Cassanière actuellement. Ensuite, du Sarat. Il y avait le Pays Raguès, qui est actuellement occupé par M. Foucteau. Sinon, c'était Guirotan. C'était le Pays Raguès. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, il y avait Sillou, mais il a disparu. Et le Montaly, quand même. Oui, c'était le quartier. Ouais. Chez Noutari, c'était comme ça, hein? Chez Oui, Noutari. Montaly. Chez Noutari. Doumerc, ça c'était Cazot. Il y avait Laurencine, c'était Abadi, le nom que je porte. Il y avait l'Esqueré. Là, j'ai inclus 2 quartiers, parce que moi je suis née au Parsan d'Orbert, donc il y a la petite église là, en montant vers Pontiac. Et après, de ce que je vous parle, Doumerc et Lastinère et tout ça, ça fait partie du quartier d'Enx. Et Laurencine, chez mon père, quoi. Là, c'est le quartier d'Enx, ça, et Noutari. Voilà, c'est 2 quartiers. Ah oui, mais alors il y a celui que je vous parle, Enx, le Parsan d'Orbert, la Serre et la Vielle. La Vielle, c'est tout le bas là. Il y a 4 églises, 4 quartiers. Oh oui, mais les noms. D'ailleurs, cette maison de Sillou que je vous parle, elle avait disparu. Il n'y avait que des murs quand j'étais jeune déjà. Mais là, ça a complètement disparu. Mais sinon, tout à fait en haut de l'église, là, il y a encore certains murs dans un champ, là. Des bâtiments, je pense pas. Non, ils ont été rénovés plutôt. Non, les maisons ont été améliorées. Disparues, non, mais non, j'en connais pas. Même Justine, l'anglais, là, il a rafistolé sa maison. Pourtant, elle n'était pas belle, hein, quand il a prise. Non, non, ça a tout été conservé. Ils ont construit sur la grange. Ah oui, il a construit sur la grange, oui, c'est vrai, oui, c'est le seul, oui. Oui, parce qu'elle était vraiment trop vilaine, oui, c'est le seul. On avait, là où tu faisais de la musique après, il y avait une grange où on mettait les patates, parce qu'on faisait beaucoup de patates. Il y avait de ces hauteurs comme ça de patates, hein. Plus de 80 cm dans cette grange. Ah, le voisinage, oh, sans problème, on s'entraidait beaucoup à l'époque. Vous savez, il y avait le bétail, il fallait s'entraider, parce qu'il y avait des travaux très difficiles. Donc l'un avait besoin, et bien on y allait, et vice-versa. Non, sans problème. Et puis après, il y avait les soirées. Quand on avait ramassé le maïs, il fallait l'éplucher. Dans les espellouquères, ça se passait le soir, dans les granges. Alors on réunissait les voisins pour éplucher, mettre les pieds d'un côté, les feuilles de l'autre. Et ensuite, on faisait un petit souparo, on appelait. C'était un petit lunch, si vous voulez, actuellement, avec des châtaignes bouillies, des produits du terroir. Des pommes quand il y en avait, des pommes pommiers, et quelques raisins secs, ceux qui avaient de la vigne. Voilà, et boire un coup du vin de la maison s'il y en avait. Et après, on se chauffait au feu de bois. Ça fumait, des fois, on était dans la fumée, c'est pas... C'était comme ça, on bord, hein. Voilà. Comment ça se passait? Un peu d'entraide, peut-être plus que maintenant. Il fallait de la main-d'œuvre. On épluchait le maïs.
en soirée. Si, on pouvait... Il y avait la bataire, quand on moissonnait le blé. Ouais, là, il y avait plus que les voisins d'ailleurs. On s'entraidait, oui, beaucoup plus. Maintenant, ça n'existe plus tout ça. On s'entraidait pour la bataire et c'est tout. Hein. Oui, il y avait de l'entraide. Il y avait de l'entraide, c'est vrai. Parce que d'abord, pour le voisinage, c'était le pelle-porc. Vous savez ce que c'est le pelle-porc? On élève le cochon et on le tue, ça fait la provision. Il y avait des porcs partout, toutes les maisons, il y avait des cochons. Le voisinage, voilà. Ça, il y On avait s'invitait pour travailler. à... Pour travailler. Pour le maïs, oui, on appelait ça les espelouquères. Alors ça, on y allait. Alors il y avait tous les voisins. Tous les voisins, on se rassemblait pour sortir les feuilles de maïs on jetait là et puis voilà, c'était comme ça. Et après le repas, c'était évidemment châtaigne, confiture. Ouh, là, c'était très assidu tout ça à l'époque. Ah oui, du temps que je me rappelle, et même nous jeunes, on commençait à s'échapper déjà il y a 60, plus de 75 ans, enfin 70 on peut dire. Quand on est petit, on suit le mouvement, il faut suivre. Alors il y avait le jeudi, c'était le catéchisme. Parce qu'il n'y avait pas école. C'était le jour où il n'y avait pas école. Le jeudi, mais il fallait y aller à pied, ici, en bas, à la Vielle, au presbytère. Après, il fallait rentrer chez moi, là-bas, à l'autre quartier. Ensuite, le dimanche, il y avait des fois, elle était à l'église de là où je suis née, des Parsons, des fois. Mais l'après-midi, il fallait aller au catéchisme, d'abord, et au vêpres en suivant. Les vêpres, il fallait aller à l'église. Mais le catéchisme se passait aussi à l'église. Oh, la vie religieuse, ça ne m'a jamais trop intéressé. Moi. On allait au catéchisme quand on était gosse. Le catéchisme aussi, on y allait le jeudi et le dimanche. C'était une sortie pour nous, le catéchisme. Et maintenant, c'est fini, il n'y en a plus. Le curé, tout ça, il n'y en a presque plus maintenant. Ici, on en a un qui a 91 ans, et passé celui-là, c'est fini, hein. Il n'y en a plus, c'est terminé. Ah, la vie religieuse, elle était assez dure. L'église avait beaucoup de poids. Il y avait des tas de fêtes. On fleurissait la croix que tu viens de voir là maintenant. Cette croix-là, il y avait une cérémonie qui se faisait une fois par an. Je ne sais plus si c'est avant Pâques, après Pâques, je ne sais plus. Et la croix était décorée, hein, avait des fleurs tout le tour. La croix, il y avait des fleurs tout le tour de la croix aussi. Si on faisait toutes les croix le même jour, je ne sais plus très bien si on partait de l'église et on allait de quartier en quartier en procession. Et c'était... Oui, la religion avait beaucoup de poids quoi, à l'époque. Hein. On jetait les pétales, tout ça, ouais, je me souviens plus très bien. Tu l'as connu toi? Oui, je l'ai connu, tu vois. Oui, et puis on assistait à tous les temps forts de l'église. Même pas tous les temps forts, tous les dimanches on allait à la messe. Tous les dimanches, quand j'étais tout jeune, tous les dimanches on allait à la messe et on allait au vêpres l'après-midi. Hein. Les temps forts étaient très marqués. Quoi. Ah, la vie religieuse. Le catéchisme, la messe, des vêpres. Ah oui, oh là là, c'est vrai. Oui, ouais, il fallait aller à la messe. Moi, je me rappelle, il fallait même aller au vêpres. Parce qu'autrement, on se faisait engueuler quelque chose. On allait à confesse. D'ailleurs, moi, je m'étais fait une liste de tous les péchés qu'on pouvait faire. Pour pas en oublier, sans quoi le curé, il vous engueulait, pareil. Comme ça, je m'en rappelais d'une fois à l'autre. Ah, on allait à la messe tous les dimanches. Et toujours à pied. Et ma mère, toujours. Mon père, non, il n'en est que pour les enterrements. Oui, il faut les grandes occasions. Mais ma mère, tous les dimanches. Ah oui, et nous autres aussi. Et tu sais que à tour de rôle, les garçons, avant d'aller à l'école, ils allaient servir la messe du prêtre le matin. Chacun son tour. Va demander ça aux jeunes maintenant, de toute façon, ils vont plus à la messe. Et de faire ça avant d'aller à l'école. Ah oui, chacun son tour. Et ils étaient à l'heure à l'école. Alors en plus, pour répondre à un prêtre, on ne pompait rien parce que le prêtre était tourné avant de dos aux assistants. Il parlait en latin, il ne pompait rien. À force, on apprenait par cœur. Après, il y avait les traductions. Quand même. Oui. Mais enfin, bon, c'était un rituel, oui, comme ça, mais voilà. Tout à la main. Il y avait... Au début, il n'y avait pas le tracteur. On labourait avec une paire de bœufs. Chez moi, dans le sommet de la colline, c'est légèrement en pente. Quand c'était un peu en pente, on mettait une paire de vaches devant. Donc, il y avait une paire de bœufs devant les Brabants, une chaîne, une paire de vaches. Et moi, quand j'avais de 14 ans à 16 ans, c'est moi qui guidais les vaches devant.
Le père, lui, il était derrière avec les bœufs et le brabant. Après, ça c'était pour les labours. Préparation de la terre, ben, toujours avec les bœufs. Les bœufs, ils traînaient la herse, le rouleau, le semoir. Et pour le foin, on avait une faucheuse toujours pareil, tirée par les bœufs. Puis après, c'était beaucoup à la main, beaucoup à la fourche et au râteau. Il y avait une faneuse mécanique tirée toujours par les bœufs, ou les vaches, parce qu'on joignait aussi les vaches. Et le foin, on le chargeait en vrac, il n'y avait pas de presse. On chargeait sur un char, il y avait quelqu'un sur le char pour bien l'arranger. Ça, c'était pour le foin. Puis bon, après, c'était vraiment tout à la main. Alors on avait des petites surfaces, puisqu'il n'y avait pas de matériel. Il y avait surtout beaucoup de landes. Les landes, on les gardait, bon d'abord c'était légèrement en pente. On les gardait pour faire paître les vaches, parce qu'il y avait toujours de l'herbe au milieu. Régulièrement, on coupait, on appelait ça du soutrage, c'était le touillat, ce qu'on appelle le touillat, de l'herbe sèche, des fougères sèches, et on faisait la litière aux vaches avec ça. Et ça faisait le fumier. Au lieu de mettre la paille, on mettait ce soutrage, et la paille servait à l'alimentation du bétail, des vaches en particulier. L'hiver, on leur faisait manger de la paille et du foin. Et puis, on avait toujours de la vigne, on se faisait le vin. Après, les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, c'était pour la consommation personnelle, plus les cochons, plus le bétail. Et pour les cochons, on faisait aussi et pour les vaches, on faisait même pour les deux, des betteraves, des grandes betteraves, pas sucrières, des betteraves. Et l'hiver, on les coupait en morceaux, on les donnait aux vaches. Et pour les cochons, on en faisait cuire dans des grandes marmites avec les pommes de terre. Mais là, c'était quand on voulait engraisser le cochon. Après, les autres, on leur en donnait un peu, mais c'était surtout pour les engraisser. Bon, après, la culture, la vigne, les pommes de terre, les betteraves, le grain. Alors, le grain, c'était un peu tout. Il y avait le maïs, il y avait le blé, il y avait l'orge, il y avait l'avoine. Voilà. Alors, le maïs, on le ramassait à la main, mais l'épi complet, hein. Après, on faisait des grands tas dans une grange. Tous les soirs, on épluchait les maïs. Alors, une fois à la maison. Le lendemain, on allait chez les voisins. Bien sûr, les voisins, ils venaient aussi chez nous. Et on faisait le tour. Chez moi, on avait 2, 3, 4, 5 voisins. Donc, à tour de rôle, une fois chez nous, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. On allait effeuiller tant qu'il y avait du maïs. Ça pouvait durer un mois. C'était surtout le mois de novembre, octobre et novembre. Et ici, ça s'appelait les speloukers. Alors, c'était l'occasion de raconter des histoires, de reparler du passé avec les petits tours qui s'étaient passés dans la commune ou les communes à côté. Et après, on finissait par un coup à boire, manger des petits gâteaux ou alors des châtaignes ou une pomme, puis le café. Voilà, c'était tous les soirs pendant l'automne, c'était ça. Et le blé, tout ce qui était la paille, blé, orge et avoine, quand on le récoltait avec une lieuse, on faisait des petites gerbes. Soit on les mettait dans un hangar, soit on appelait ça une gerbière sans doute, oui, des gerbes, on faisait un truc très haut. Et après, il y avait un entrepreneur, une batteuse, qui passait dans les fermes, les unes après les autres, pour dépiquer le grain. Et au début, moi, quand j'étais tout gamin, l'entrepreneur, c'était un agriculteur de Tarastex. Il faisait tourner la batteuse avec une machine à vapeur. Donc il fallait un bonhomme qui porte l'eau en permanence et les autres qui chargeaient le four. Puis après, bon, il y avait ceux qui étaient sur la batteuse, ceux qui faisaient passer les gerbes sur la batteuse, et au bout, il y avait une presse. Alors là, une grande presse qui faisait des bottes. Puis les bottes, après, on les mettait dans les granges. Là, c'était dur parce que ça durait un mois, et puis c'est pareil, hein, comme il fallait beaucoup de monde, il n'y avait pas que les voisins, on allait plus loin que les voisins. Et bon, et les autres, bien sûr, ils venaient aussi, parce que pour dépiquer, on ne pouvait pas dépiquer à 5 ou 6, hein, c'était pas possible. Entre la chaudière, la batteuse et le grain, les sacs de grains qui se remplissaient, il fallait les porter après, souvent dans un grenier, quoi, hein. Il fallait monter avec 80 kilos de graines sur les épaules. Voilà, ça c'était les plus gros travaux. L'hiver, les petites réparations. À l'époque, les routes communales, on les entretenait nous-mêmes. On ne payait pas d'impôts locaux, mais on appelait ça les manœuvres. On bouchait les trous parce qu'il n'y avait pas de goudron. Ah, les outils, il y avait des fourches à plusieurs pointes pour la grange, pour ramasser davantage, si vous voulez. Après, pour faner aussi, il y avait une fourche à 3 pointes, les râteaux en bois pour ratisser. Et pour le jardin, il y avait le pelle-fer, on appelait, c'est une petite pelle, comme les fourches de maintenant pour le jardin, pas plus large. Après, il y avait les bêches, il y avait aussi le bois, c'était des petites scies comme ça, enfin, montées sur bois. Et après, pour les grands morceaux, c'était le passe-partout. Mais c'est grand, il faut être à deux. Alors les outils, c'était tout ça. Après, je sais pas moi.
Les lessives, c'est pareil, on n'avait pas d'eau. On avait une petite fontaine pour boire. Cette eau, il fallait aller dans un bois loin, chez moi là. Hein. Et sinon, on en avait un peu, mais qui n'était pas buvable, mais là, pour ravitailler pour les poules, les cochons et tout ça, mais non, pour laver. Pour laver les grandes choses, on allait à la rivière. C'est loin, puis là-haut, avec la côte. Ou alors papa avec les bœufs ou les vaches avec le tombereau. Les seaux aussi, ils étaient en zinc. En zinc, des seaux. Ça pesait quand même. Après, il y avait des grandes marmites aussi en cuivre pour cuisiner, pour faire les confitures aussi. Il n'y avait pas l'inox comme maintenant, ni... Moi j'ai connu la fin du labour, même avec une paire de vaches. C'était la fin. Je me rappelle avoir mené une paire de vaches pour travailler dans les champs. C'était la fin. Après, j'ai connu le premier tracteur, un petit tracteur rouge là, tout petit, qui avait du mal des fois à se sortir du sillon, tellement il était petit. C'était la fin des travaux pénibles aussi. C'était le début de la mécanisation. Hein. Alors on était contents, c'était le premier tracteur. Dès qu'on se levait, on allait le voir. C'était comme ça. Les outils pour labourer, c'était le brabant qu'on appelle, un socle réversible. Et après, c'était des petits, c'est le bétail qui traînait, c'est pas les tracteurs. Alors c'est des petits jardins, des herses, on faisait des petites surfaces. Il y avait des prairies, parce que tout le monde avait du bétail, tout le monde fanait. Et moissonnait le blé, l'orge ou l'avoine. Oh, la fourche à de pointe, rappelle-toi, elle en a tourné du foin, celle-là, à de pointe, tu vois. Et puis, moi, les outils, bon, c'était pour faner, tout ça, c'était pas... Le gros, moi, je ne peux pas dire que j'ai labouré avec la paire de bœufs. Quand je suis arrivé ici, il y avait une femme, et un employé, elle labourait avec les 2 paires de... Ah oui, c'était gagné, tout ça. Et je me rappelle un peu le premier semoir. Et quand j'étais mariée, une fois, on s'est fait prêter par ton père le semoir à blé. Nous étions dans un endroit impossible d'y poser le pied. Et je me rappellerai toujours le semoir qui te laissait des sillons. Et derrière, on mettait une chaîne pour que ça se... On aurait bien besoin. Et moi, je guidais ici devant les vaches. Une fois, j'avais dû m'arrêter, tellement je m'étais enfoncé. Et à partir de là, après, on s'est acheté ici aussi un semoir à blé. Et tu sais pas le nôtre aussi qu'il est parti. C'est Jean-Pierre qui l'a prêté, enfin qui prête me donne. Au fils du Val qui se sème son blé, qui fait son pain spécial. Et les moyens de transport, c'était... Moi, je ne l'ai pas vu ça, mais je l'ai entendu dire dans le temps. Et ils allaient à la foire de Rabastens amener les veaux, enfin les vaches, quand c'était à pied, d'ici étant, ils y allaient à pied. Mais après, bon, les moyens de transport ici, quand il y avait... On allait à Vic avec le Bélec et le mulet, vendre les petits cochons et les veaux et porter. Et après, on y allait, après ça a été les cars. On y a été en car, quoi. Il passait en haut, ici, en bas. C'était... Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, hein. Cette époque-là. Il y avait ici, chez Compaïro, l'ancienne mère qui en avait une. Non, pas du tout. Rien du tout. On allait au marché de Vic-Bigorre ou de Tarbes. Et alors les foires, on fait tout ce qui était le bétail, on allait à Rabastens. Alors là, moi, à Rabastens, je devais avoir 14 ans. Il fallait vendre une vache. Donc je suis parti avec mon grand-père, à pied, de Montané à Rabastens, à pied, avec la vache, avec une corde. Le grand-père, il tenait la vache par la corde et moi, j'étais derrière. On est parti de nuit. Quelle heure, j'en sais rien, et parce que le marché il devait commencer à 8h ou 8h30, mais on était à Rabastens. Le père, il avait une voiture à l'époque, et il nous avait dit, je vous porterai à déjeuner, puisque bon, on n'avait pas moyen à part un café avant de partir. Je vous porterai à déjeuner, je vous trouverai aux alentours de Vic-Bigorre, et bien quand il est venu, quand il nous trouvait pas, on était pratiquement arrivés à Rabastens. La vache, elle voulait marcher, nous aussi, et on a amené la vache, et le soir, on n'a pas ramené la vache, puisqu'elle a été vendue. Et on est revenu en voiture avec le père. Autrement, on serait revenu à pied avec la vache. Oui, mais celle-là, c'était... Moi, j'entendais raconter les grands-pères ou les tantes qui étaient nées dans les années 1880 ou 90. Ils allaient à Tarbes, aller-retour, à pied. Et souvent avec un panier pour vendre quelque chose. Ils allaient vendre, ils portaient un panier plein et ils partaient à pied. Et bien sûr, l'après-midi, ils rentraient aussi à pied.
Et moi, je l'ai fait, je devais avoir 14 ans, je devais avoir, ou 15, 14 ou 15 ans. Et à Rabastens à pied, il y a une vingtaine de kilomètres. Quand j'étais vraiment gosse, on n'avait pas de voiture. On avait une voiture, mais dans la plupart des maisons, il y avait une jument, pas un cheval, hein, une jument. La jument, parce que la jument, on lui faisait faire un petit tous les ans, donc on pouvait vendre le petit, hein, le poulain. Un cheval, lui, il rapportait rien. Le cheval, il aurait pu travailler, c'est tout. Alors que la jument, elle pouvait travailler. Par exemple, pour le foin, on lui faisait tirer la fenaise. Si ce n'était pas les bœufs, ça pouvait être la jument. Et après, c'était le moyen de transport. On avait un break. On attelait la jument au break, et puis on allait au marché. Et dans le break, on pouvait mettre une caisse avec des petits cochons, par exemple, ou même un veau, pour aller le vendre. Il n'y avait pas d'autre moyen pour aller à Rabastens ou à Tarbes. Donc, et quand j'étais, mais vraiment, parce qu'il y a longtemps que c'est arrêté, à Vic-Bigorre aussi, il y avait, je crois qu'on pouvait aller vendre des petits cochons à un moment donné, mais bon, c'était les années 50, donc j'étais gamin. J'en entendais parler, mais j'étais vraiment jeune. À Montalet, pas de foire ni marché. C'était toujours le marché à Vic, Rabastens pour le bétail et tout ça, mais marché autrement aussi. Après, il y avait Soumoulou, il y avait Lembeil à l'époque. Il y avait une foire. Ah, mais à Vic aussi au début. Il y avait une petite halle là, un peu plus loin du rond-point, là, sur la gauche. Et là, il y avait eu des porcs. Oui, il y avait le marché. Voilà, aussi. du temps où j'étais très jeune. Je ne sais pas en quelle année ça s'est modifié, ça. La volaille et tout ça, comme c'est maintenant, quoi. Ah, mais aussi, on y vendait des patates et tout ça, mais des grands sacs, des trucs comme ça, on en faisait. On cultivait beaucoup de patates. On en avait besoin, mais après, on en vendait. Maintenant, ça vaut rien, ça. Pour l'acheter, oui. Et puis des poulets, des machins qu'on vendait, des œufs, certains, et puis il y en avait pour acheter des provisions pour manger, en échange. Tandis que maintenant, vous pouvez vendre, mais ça ne représente rien. Les moyens de transport, c'était l'autobus. On appelait ça l'autobus à l'époque. Alors là, au début, il venait de Pau. De Pau pour aller à Vic. C'était desservi. Après, il y a eu le transporteur de Ponson-Dessus. Et il y a eu Peyrou qui faisait la navette sur Tarbes. Celui-là, il venait de Vic. Et puis, il nous amenait à Tarbes. L'autobus. Pour les marchés, à l'époque, ils y allaient avec les vaches et les tombereaux et tout ça. Hein. Après, il y a eu les premières voitures, mais on ne s'en servait pas comme ça. Il fallait une remorque. Encore. Elle était comme elle était, mais on pouvait circuler, tandis que... C'était le gros du marché, Vic. Plus important que Rabastens après. Mais c'était Vic, tu faisais toutes les affaires à Vic, tu vendais les oies, les choses, tout ça. On faisait le marché. Avec une paire de poulets, on achetait de l'épicerie. Et après, oh là là, pendant la guerre, il y en avait qui te contrôlaient de la marchandise. Ouais. Et je ne me rappelle pas en quelle année mon père avait acheté une voiture. Autrement, c'était le break à cheval. Mais je ne m'en souviens pas trop, moi, de chez nous, du break. Parce que papa avait acheté une voiture. Il y a encore le break. Ah oui. C'est Vic-Bigorre que c'était notre marché. C'était un marché de veaux, de porc, de volailles, la vente des paysans qui allaient vendre. Et puis il y avait le marché, les ambulants qui vendaient une chemise, une veste, tout ça. Il ne fallait pas aller à Tarbes ni à Pau, on trouvait ça sur place. Des moyens de transport. C'était à pied des fois, avec les bœufs. Après ça a été en bicyclette, en vélo. Et plus tard, ça a été en auto. Et on est resté à la voiture. Eh bien, moi, chez moi, c'est très compliqué parce que l'électricité est alliée depuis 1912. Ils avaient acheté une ligne à l'époque. Très certainement, ils avaient dû financer les compagnies fermières à l'époque et il y avait une ancienne ligne, voilà, 1912. Moi, chez moi, il était depuis toujours. J'ai toujours vu. Mais d'autres, ils l'ont eu après coup. Je sais qu'il y a des gens qui marchaient avec la lampe tempête, avec le pétrole, la bougie. Mais nous, on avait des fontaines et des sources qu'on a toujours et qui sont toujours canalisées, captées depuis plus d'un siècle. Il y avait de l'eau courante. Ah non, parce que chez moi l'électricité, il y était depuis 1939. Je suis né en 1944. C'est mon grand-père, il avait une fille. La fille, c'était ma marraine, une sœur de mon père. Elle était étudiante à Vic, donc en 1939, elle avait 18 ans.
À Tarasex, donc venant des Hautes-Pyrénées, ils mettaient une ligne électrique. Alors, mon grand-père a demandé à avoir l'électricité, mais comme on n'était pas du département, on n'était pas de la même commune, et surtout le département, à la limite de Tarasex et Montanet, il a fait construire une toute petite grange, tout petit. Donc, le compteur a été installé dans cette grange, qui était à 200 mètres de la maison. Et de cette grange à la maison, il a abattu des châtaigniers, il en a fait des piquets, et avec un électricien de Vic, ils ont fait une ligne électrique de cette grange jusqu'à la maison. L'EDF des Hautes-Pyrénées ne voulait pas lui mettre le compteur à Montanet, hors département. Donc le compteur était dans les Hautes-Pyrénées, et après la ligne électrique entre les deux, c'était une ligne personnelle. Donc l'électricité, moi j'ai toujours connu, puisque quand je suis né, ça faisait 5 ans qu'il y avait l'électricité. Ah oh, le courant, alors là, je n'ai pas vu l'installation, parce que je n'étais même plus à Montanet. En 1973, j'ai été muté à Nancy, et on a dû mettre le courant 74 sans doute, 73-74. Moi, je venais de construire, donc j'ai eu le compteur, mais j'étais pas là, c'est mon père qui s'en occupait. Donc ou fin 73, mais plutôt 74. Autrement, non, c'était le puits, avec une pompe, et puis on pompait, même pour faire boire les vaches, on pompait. Tant que les vaches n'avaient pas fini de boire, on pompait. Voilà. Oui, il n'y avait pas l'eau courante. L'eau courante, je me rappelle quand la SATEC a fait les tranchées, oui, a enterré les lignes. Quelle année? Je ne sais plus l'année. C'est beaucoup plus récent quand même. Elle est arrivée tard l'eau, parce qu'avant d'avoir l'eau sous pression, là, on allait chercher l'eau dans une fontaine. Et un puits, on a un puits. Moi, je l'avais quand même. Moi j'avais 14 ans quand on a eu l'électricité chez Marseillou, là-bas. Vous avez vu mon frère. Chez toi? Ah oui, moi j'avais 14 ans. Bon, ici on devait l'avoir un peu plus tôt alors. On devait l'avoir un peu plus tôt alors. Je me rappelle le premier poste. Le premier poste là. Oui, on avait un poste, oui, donc on devait l'avoir. Mais vous l'aviez eu 5 ans. Avant, hein? Bien avant, hein? Ah oui, je devais avoir 14 ans, oui, peut-être avant. Ah ben, on On avait en bas. était tellement perdus, nous, là-bas, qu'on n'avait rien. Ouais. Ah, l'électricité, oui. Ici, comme il y avait un moulin, il y avait une dynamo, on se faisait à l'électricité. L'inconvénient, c'était l'été. Parce que pour faire tourner le dynamo, il fallait de l'eau. Et souvent, il y avait... L'année 47 a été terrible. La rivière sèche, tout le poisson est mort en 47. Et puis je me rappelle de 49, quand les Landes ont brûlé. Il y a eu 52 militaires de Pau qui ont cramé. C'était pour un camp pour les Américains. J'avais été à Montbrugge, aller voir un vétérinaire. Il y avait de la fumée. Et puis la fumée est venue ici. Le soleil restait caché au moins 4 ou 5 jours. Un nuage, le courant. Et c'était une dynamo. Et après, moi je me suis modernisé. Je me suis installé une petite partie électrique. Et puis il est venu plus tard le courant force. Alors c'était gratuit. Tout le village, toutes les régions ont été électrifiées. Courant force. 3 fils. Avant c'était 2 fils. Et puis on n'avait pas le courant non plus à ce moment-là. Je me rappelle une fois, papa me dit attrape-moi une bassine avec de l'eau, je te prie. Je ne sais pas comment j'ai fait, je lui ai porté une petite bassine. Alors un potent, il me dit il y a mieux à fiole, donne-moi une fiole. J'avais fait la chose trop petite. Et c'est lui qui a eu l'idée de mettre l'eau de quartier de Par-la-Fontaine. Ah oui. L'eau du Gustavo. Et c'était pour notre quartier. C'est ça, aussi. Le quartier Mourette. C'était voilà, nous étions en avance. C'est ça. Eh bien, moi, je m'en rappelle à peine. Je m'en rappelle parce que c'était pas marrant, on a été desservis les derniers. En 40, je ne sais pas combien, près de 50, oui. Non. Pas loin. Non, en 40 et quelques. Et le quartier d'Aix, ça a été tout à fait les derniers. Parce qu'ils nous ont, ma grand-mère, hein, tout ça, nous a emprunté toutes les lampes à pétrole et tout ça, en plus des leurs, parce qu'ils n'avaient pas encore l'électricité. Moi je me rappelle, hein, c'était à la bougie, c'était lampe à pétrole, c'était... Mais j'étais jeune, hein, mais je m'en souviens quand même. Hein. Eh ben oui, parce qu'après
La connaissance, quand même, là, assez tôt. Hein. C'était gênant. Monter l'escalier avec la bougie, il fallait faire attention aux toiles d'araignée parce que l'escalier était du côté de la grange, donc il y avait plus ou moins. C'est pas entretenu comme maintenant. Enfin, voilà. On a été les derniers desservis, les avant-derniers, disons. Et encore, il y avait un truc, c'était oui. Le quartier qui s'était fourni les poteaux pour amener l'électricité. Voilà. En plus. C'était le quartier qui s'était regroupé, ils avaient fourni ça, j'oubliais. Ça aussi, c'est... À l'eau courante, comme je vous explique, on n'en avait pas. L'eau pour boire dans le bois, partir avec cette cruche, parce que la vieille, je l'ai peinte, mais bon, et un seau dans l'autre main, pour boire, hein. Et pour cuisiner, des fois, comme elle était bouillie, on la prenait dans cette petite fontaine, mais chez moi, en bas là. Et après, il y avait une espèce de mare où les vaches buvaient. Mais, à un moment donné, il faisait trop chaud. Donc, il n'y avait pas d'eau. Alors il fallait aller en chercher avec des tombereaux et tout ça, avec des barriques, pour les faire boire. Ça boit une vache. Les fêtes, il y a 4 quartiers, enfin 4 églises. Il y avait la Saint-Jean, au quartier Saint-Jean, au quartier du Parsat. Après, il y avait Saint-Martin, au quartier de la Serre. Après, il y avait Saint-André, au quartier d'Aix. Et après, il y avait la Saint-Michel, ici au village, quoi, à Montané. Et après, il y avait des balles, plus de balles que maintenant, avec des accordéons par là qui jouaient comme des casseroles et une batterie, mais ça fait rien. Oh, ah, le jour de la fête, c'était la fête. Il y avait deux fêtes, je vais te dire. Il y avait le Pelle-Port aussi qu'on prenait pour la fête. Et tu sais que cette histoire de Pelle-Port, ça a été répondu. J'ai acheté un livre où il a été dit dans un patelin des Hautes-Pyrénées. Je ne me rappelle pas. Le jour que l'évêque était venu pour la confirmation, il interroge un enfant qui devait être confirmé. Il dit, quelle est la plus belle fête de l'année? Le Pelle-Port, monseigneur, il a répondu. Donc le Pelle-Port, ça marque plus que la confirmation. Autrement, pour la fête, on invitait. Et puis chez nous, il y avait une grande famille. On était plusieurs. Moi, j'ai vu que pour la fête, on a couché à 30 personnes chez nous. Il y en avait, quand la maison avait été haussée. Bon, moi, j'avais couché là, dans cette... je ne sais pas, vous avez dû le démolir. Quand tu montes à l'étage, la première pièce est sur la gauche, là. Il y avait même le truc de douche. Oui, oui, oui. Voilà, j'avais couché sous la douche. Ah, n'était pas difficile. En plus, il fallait... On couchait des musiciens. Il faut expliquer comment c'était la fête. Ah oui, et la fête, la fête, on mangeait bien, j'aime autant te dire, tu sais. C'était la vraie fête, on se réunissait. C'était un jour? La fête se faisait le dimanche et le lundi. Wow. Ça n'existait pas le samedi. Alors on disait que le lundi, c'était la fête des cuisinières. Parce que le lundi, elle avait le temps de se sortir un petit peu. Wow. Parce que la fête se préparait. Je vois ma pauvre maman et cuire devant le feu, elle se levait à 5 h le matin. Et pour être réveillée, elle ouvrait le haut de la pendule. Parce qu'elle entendait mieux les heures. Mais à 5 h, le grand pot comme ça, était devant le feu, avec les poules dedans, le morceau de viande. Oh là 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 là. Et c'était bon tout ça. Tout au feu de bois. Ah ben oui. Mais des fêtes, il y avait sur Montané, il y avait au moins 3 fêtes. Hein. Bon, la fête qui existe toujours, qui est la Saint-Michel, qui est la fête du centre du village. Après, de l'autre côté, l'autre quartier qui s'appelle le quartier La Serre, hein, la Saint-Martin. Étant jeune, il y avait une autre fête qui s'appelait la Saint-André, ou la Saint-Jean. Non, elle était au quartier d'Aix. Et là, je l'ai connue et j'étais parent avec Camille au moulin. On allait là-bas et je crois que la fête se faisait dans une grange chez Kossou. Mais ça, j'étais gosse, ce qui fait que je n'ai pas été au bal. Enfin, je ne me rappelle plus s'il y avait sûrement bal, oui, je suppose. Parce qu'après, il y a eu la Saint-Jean, mais la Saint-Jean qui s'est fait dans des quartiers, mais ça c'est un peu Rébel. Alors je ne sais pas, parce que Rébel avait encore une autre fête, je parie, je ne sais pas. Oui, on faisait des balles avec les autres communes, mais on se payait les orchestres, les cosqueries. C'est nous qu'on payait l'orchestre. Mais il y avait qu'un accordéon et une batterie. Hein.
Et bon, c'était pas trop différent de maintenant. Il fallait trouver un orchestre. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas de celui qui vient avec. Nous, c'était des musiciens. Il y avait un accordéoniste, il y avait un saxophoniste, un batteur. Alors il fallait les trouver, qu'ils veuillent venir. Et voilà. Et puis, bon, pour la fête, il n'y avait pas de problème. La refête non plus. Puis après, de temps en temps, il y avait un bal, mais c'était toujours pareil. Il fallait trouver un orchestre. Une chaîne, voilà, à chercher. Ça n'existait pas avant. Alors, Montané, il y avait la fête de Montané, c'était Saint-Michel. Après, il y avait à la Serre, il faisait, je crois, Saint-Martin. Alors après, le Parsan et Aix, ils faisaient la fête aussi, mais je ne connais pas le nom de... Je ne sais pas s'il n'y avait pas un Saint-André dans l'un, mais je n'en suis pas sûr. Mais comme c'était des petits quartiers, c'était... Je ne sais même pas s'ils se regroupaient pas avec la Serre. Et Aix, il était peut-être regroupé avec Montané. Oui, parce que ce n'était pas possible de faire... Bon, on pouvait faire, les familles pouvaient inviter la famille, mais après c'était le bal et tout ça, c'était pas trop possible après. Les fêtes du village, On était contents quand il y avait des fêtes. Oui, c'est vrai que par Maintenant, rapport ils n'apprécient plus. à maintenant, où ils ne savent pas quoi où donner de la tête pour se distraire. À l'époque, on avait la fête. On faisait des séances récréatives, des pastorales. Ah oui, on faisait des pastorales. On dansait, on chantait. Tout un groupe du La village. fête, on invitait la parenté. Et c'était l'occasion où on pouvait discuter, quoi. Se retrouver avec la famille. Voilà, la famille. Aujourd'hui, Non, ça fait on s'invite plus. ça n'existe plus. Le quartier La Serre, de l'autre côté, dans notre vallée, là. Enfin, le quartier La Serre est un grand quartier, et puis ici, le reste du village. Mais les fêtes, c'était des fêtes toutes religieuses, liées aux fêtes des saints. Donc chaque église fêtant un saint différent, automatiquement il y avait des fêtes tout au long de l'année. Après, bon, c'était des fêtes. Moi j'ai connu des fêtes à la cour de l'école, c'était des jeunes conscrits qui faisaient ça, ils louaient un chapiteau, enfin un dancing, ils appellent ça un dancing. Et voilà, il y avait les orchestres qui venaient. Et il y avait le petit bar du coin qui était tenu par la femme de l'instituteur, tout au moins, et donc il faisait bar aussi. Bah, c'était des fêtes qui duraient la journée et la veille, c'est tout. Ils ont eu des aides, des subventions, dont les orchestres sont venus, des gros orchestres, les fêtes au lieu d'un jour se passaient à 2 voire 3 jours, et voilà. Mais après c'était différent de maintenant, c'est sûr, c'était la seule chose de loisir. Ah, les fêtes, oh, mais c'était des fêtes... mais on les attendait, ces fêtes, parce qu'il n'y avait que ça. Et puis... à l'époque, sortir jeune, c'était pas comme maintenant. Hein. On était accompagnés, soit par la maman, soit par le papa, ou quelqu'un d'autre. Mais bon, moi c'était mon père. Hein. Fallait pas se mettre trop à l'écart, les filles, ni tout ça, et pas rester dans le noir, et ceci et cela. Autrement, l'ambiance, c'était bien. Oui, c'était formidable. Il y avait de la musique, de l'accordéon, de la batterie, des trompettes, à coulisses. Il y avait encore, les petites fêtes, il n'y avait pas tout ça. Il y avait accordéon, batterie, et voilà, et on s'amusait. Alors il y avait la fête à la Serre. Saint-Martin. Saint-Martin. Saint-Martin à la Serre. Saint-Martin à la Serre. Bon, ici au carrefour, après le pont, là, il est en bas, là-bas, route de Ponson, Casteil, de tout ce que tu veux. Là, c'était Saint-Jean, là, ça se passait dans le carrefour. Et puis l'orchestre, il était sur une remorque couverte. On dansait sur la route, c'était bien. Danser, s'amuser, boire, enfin bon. Après, il y avait mon quartier, il n'y avait pas de fête. Donc, on allait à Saint-Martin, à la Serre. Et après, oui, non, on faisait partie de Saint-Jean, nous. Voilà. Et Saint-André, où c'était? Notre quartier du Parsan d'Orbert faisait partie de Saint-Jean. C'était regroupé là. Et après le quartier d'Aix, c'était Saint-André. Et ce Saint-André, la fête, le bal, c'est souvent fait. Il était anciennement au Caouette, cette maison qui est en face chez Gilles Lost-Bordenave. Il y a plein de lierre et de tout ça. Ça, c'était au Caouette, ça s'appelait. Et bien, là, c'était là la fête, dans cette grange. Mais après, elle a menacé de tomber. Donc, on allait chez Alice Kossou, dans la grange de chez Alice Kossou. Et après, ça s'est terminé, ça s'est regroupé. Ça n'a pas été sans discussion, je pense. Les gens de l'époque là, qui organisaient les fêtes, ça n'a pas été simple. Mais enfin, bon,
ça a été Saint-Michel, quoi. Et puis voilà. Mais je ne sais pas en quelle année d'ailleurs. Dans les années 60, ça va, te mettons. Peut-être d'autres s'en rappellent. Hein. De ces quartiers, je parle bien. S'ils étaient du village, c'était vite fait, mais s'ils arrivaient d'ailleurs, ils arrivaient avec le cadre. On mettait les garçons du côté du marié avec les filles de la mariée pour faire le cortège. Et puis ça se passait à la maison, sur la grange. Et bien, les mariages, c'était toute la journée. Ça commençait le matin pour déjeuner et ça se faisait à l'époque à la ferme, à la maison, quoi. Dans les granges, ils tuaient un veau pendant 2 jours ou 3 jours et de grands mariages, beaucoup de monde. Je n'avais pas fait beaucoup. Je n'avais pas fait beaucoup de mariages. Le mariage, l'après-midi, on allait à la mairie, après à pied, on allait à l'église, et puis on venait prendre un apéritif, toujours pareil, chez Paulette, là. Et après le repas, il se passait souvent dans la maison, quoi. Si, c'était le matin. On se mariait le matin, parce qu'il y avait le repas à midi dans la maison, c'était souvent une grange, hein, que les voisins et les jeunes étaient venus nettoyer, décorer. Et le soir, le garçon, s'il était de Montané, il invitait ses conscrits, ceux qui étaient nés de la même année que lui. La fille, si elle était Montané, pareil. Mais le repas du soir, ils invitaient tous les jeunes de la commune. Alors, s'il y avait que le marié de Montané, ben, c'était que les garçons qui étaient invités. Si la fille, elle était dans notre village, ben, elle invitait les filles de l'autre village. Mais si les deux étaient du même village, alors là, on était tous les jeunes de Montané, à partir de 14 ans. Dès qu'on avait passé le certificat d'études, on était considérés comme jeunes. On faisait plus partie. Alors justement, là, les enfants, à l'église. Tant qu'on n'avait pas le certificat d'études, les filles et les garçons, on était devant. Après, les garçons, après le certificat d'études, ils passaient derrière avec les hommes. Et les filles, elles passaient avec les jeunes filles. Les filles, c'était partagé en deux. Il y avait les filles, les jeunes filles. Alors, dès qu'elles avaient 14 ans, elles passaient avec les jeunes filles. Alors, ça, c'était à l'église, c'était comme ça. Et nous, les garçons, on était derrière avec les hommes. Ah ben les gens, ils se mariaient très souvent au plus près des gens qu'ils connaissaient. C'était quand les gens, ils allaient un peu loin, enfin, Montané ou à côté, parce que moi, je connais à côté des mariages, et les gens, ils partaient pour 3 jours. Bon, 4 jours. Ils allaient à pied ou à vélo. Et donc, ils mangeaient le vendredi, le mariage, ça se faisait donc le jeudi ou le samedi, ça dépend, le samedi, après le dimanche, c'était des grandes fêtes, quoi. Avec les petits plats dans les grands, comme on dit. Voilà, après, bon, les mariages avaient été souvent, autrefois, été arrangés, après, les gens, ils se sont un peu libérés. Ils ont fait les mariages en fonction de des relations qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Ah, les mariages, moi ici je n'en ai pas trop fait, mais dans le quartier ici, il y avait beaucoup de monde, les voisins étaient invités, c'était en premier les voisins. Et souvent on participait au repas, donc il fallait plumer, il fallait préparer tout ce qu'il fallait. Et des fois, certains avaient une cuisinière ou un cuisinier, mais seulement il fallait préparer tout. Il n'est plus qu'à le faire cuire, mais pour le conserver, il n'y a pas de frigo. Certains en avaient peut-être, mais alors nous, on le mettait au fond du puits, vous savez, dans des seaux et tout ça. Le beurre et tout ça, la viande qu'on venait de plumer il y avait toujours, les mouches n'y allaient pas là. Et puis c'était un peu frais. Donc on le mettait là. Voilà, pour conserver. Oui. Oh, c'était une fête de famille, voilà. Mariage. Et les mariages, c'était pareil, certains. On faisait suivre la famille, les voisins, il y avait surtout... Alors, dans certaines familles, les mariages, il y avait beaucoup, toute la grande famille, les oncles, les tantes, les cousins, les machins, ça faisait un monde considérable. Ah oui, d'autres c'était les plus proches. Ça dépendait des moyens. Ah oui. Oui, la maison elle était anoblie par Gaston Phébus chez moi. Donc j'ai une relation particulière avec le château. Et la deuxième truc, c'est que un de mes aïeuls, Jacques ou Dominique, je ne sais plus lequel des deux, avait en tant que maire, avait demandé à celui qui avait acheté le château pour la démolition d'arrêter parce il avait réussi à le convaincre, parce qu'il était, une de ses tantes ou autres était mariée avec cette personne qui était chez la maison de Marseille là-bas.
donc il a réussi à faire racheter le château par le département. Voilà. Voilà, il a baissé Gaston Phébus qui l'a fait construire, oui, parce qu'il y avait eu un petit château, mais ça avait été et il a commencé dans les années 1300, après 70, mais je ne sais pas exactement. Hein. La construction, elle a duré, je crois, 5 ans. Il avait pris un système pour aller plus vite, et pour aller plus vite, il montait les fondations du château, et en même temps, il creusait, alors qu'avant, il creusait, ils aplandissaient, c'était tout. Et après, ça pouvait durer 2 ans, ou 3 ans, et après, il commençait les fondations, tandis que là, ils ont tout fait en même temps. Et ça a été construit en 5 ans. Et c'était la première fois, ou une des premières fois qu'on employait les fameuses briques. C'était surtout un procédé qui venait de la Catalogne. D'ailleurs, l'architecte qui a fait monter le château, il venait de là-bas. C'était Sicard de Lorda, je crois. C'est la première fois qu'on utilisait... Et les tuiles, elles étaient fabriquées sur place, à Montané. Il y avait des sortes de carrières où ils creusaient l'argile, et puis il y avait le four, ils faisaient cuire les briques en même temps. Et toutes les charpentes du château, tout ce qui était charpente, ça a été fait par les cagots, ce qu'on appelait les cagots, dans le Béarn. Les cagots, ils étaient considérés comme des pestiférés, ils n'avaient le droit que de travailler le bois, et c'était les meilleurs charpentiers, je ne dirais pas du monde, mais de France au moins. Parce que les cagots du Béarn, ils ont été pris dans plusieurs endroits. La cathédrale de Paris qui a brûlé, là, c'est les cagots du Béarn qui avaient fait les charpentes. Et ici, il y a des archives à Pau, avec Gaston Phébus qui a signé, où il y a marqué un tel cagot à Montané, il y en avait un de Montané d'ailleurs. Et puis, il y a tous les villages qui sont marqués, il y en a beaucoup qui venaient du côté de Navarrense, Orthès, et c'est eux ils étaient, je ne sais pas combien, une soixantaine. Parce que les chênes, il fallait les tailler. Hein. Il fallait les tailler à la scie et à la hache. Il n'y avait pas de scierie. Et il s'était engagé avec Gaston Phébus à finir les charpentes pour la Saint-Martin de l'année de cette année-là. Et c'était fini. À Saint-Martin, les toitures étaient faites. Les cagots, mais c'était que ils travaillaient que le bois. Ils n'avaient pas le droit de toucher à autre chose. Comme ils étaient considérés comme pestiférés, ils n'avaient pas le droit de vivre au centre du village. Ils avaient leur propre fontaine parce qu'ils auraient pu contaminer l'eau. Ils avaient leur bénitier à l'église, comme ça ils ne mettaient pas les doigts dans le bénitier des autres. Dans certaines églises, ils avaient leur porte à eux, ils ne pouvaient pas passer par la porte d'entrée comme les autres. En faisant l'arbre généalogique, donc avant les révolutions, il faut aller chercher aux archives, les archives paroissiales. Il n'y avait pas de mairie à l'époque. Et j'ai trouvé dans les années 1700, après je ne sais pas, sur la colline en face, ça appartient à Andrelos d'ailleurs, il y a une fontaine, d'ailleurs on l'appelle la Hundus Crestias, c'est-à-dire la fontaine des Crestias, les cagots on les appelait les Crestias. Et il y avait un groupe alors je ne sais pas, c'était pas sans doute des cagots, mais c'était des tuiliers, ils faisaient des tuiles pour le château. Et un jour, il y en a un, il a empoisonné la soupe, il y en a un qui est mort. Un qui est mort. Alors parce que le curé il a marqué tel jour enterrement d'un des tuiliers et puis il marque pourquoi il a été empoisonné par un de ses camarades qui avait empoisonné la soupe. Après c'est pas le résultat, qu'est-ce qu'il a fait l'empoisonneur. Voilà. Oui, non, je crois qu'il y avait eu pas brûlé non, au début par les Anglais pendant la guerre de 100 ans sans doute. Non, après, à la Révolution, il avait été vendu. Il avait été vendu à un gars de Montané qui a commencé à le démolir pour les matériaux. Il s'en servait pour refaire les routes et tout ça. Et puis, un jour, il y a le département qui s'est mis en travers. Ils ont arrêté la démolition. Et le département a racheté ou a pris à son compte le château. Autrement, il serait démoli, le château. L'autre, il était parti. Il avait commencé par l'enceinte, il n'avait pas touché à la tour. Il avait touché qu'aux étages. Il avait fait tomber les étages. Ces étages, c'était des planchers, quoi. Il avait fait tomber tous les étages et il n'avait pas touché à la tour. Autrement, il aurait été démoli. Et ça, c'était en 1800, après la Révolution, 1810 ou 15. Il en avait démoli pas mal. Et puis, il vendait les pierres de taille, tout ça, il les vendait, tout ce qui était... ça n'a jamais été reconstruit, non, ça n'a jamais consolidé
celui qui avait démoli, il avait comblé côté entrée, là, il avait comblé la douve pour pouvoir passer avec les charrettes. Donc ça a été redéblayé pour que ça, maintenant on a les douves comme elles étaient autrefois. Il a fallu refaire un pont parce qu'il n'y avait plus de pont, puisqu'il lui, il avait remblayé. Et reconstruire, ça ne sera jamais reconstruit. Ça fait un moment, mais j'ai jamais, comme j'étais à l'armée, j'ai jamais suivi. Là. Il y avait tous les étés, il y avait des groupes de jeunes qui venaient travailler au château. Et moi, j'étais pas là. Alors, je revenais en vacances, mais je venais pas trop par ici. On a commencé à cacher des juifs, une famille de juifs, qui nous prenaient les pièces justement dessus de la maison qu'il avait fait monter en 1939. Nous autres, on se faisait tous petits pour laisser la place. Alors il y avait 3 chambres de prise en haut. Parce qu'il y avait une grand-mère, sa fille avec son mari et un fils. Et les 2 sœurs jumelles étaient chez Field, en haut de la côte. Elles allaient à l'école. Et le jeune, c'était un Bob. Oh, il nous fauchait des fois des œufs, on trouvait il les gobait, puis il les jetait par-dessus le toit, on les trouvait dans le jardin, les coquilles. C'était la guerre. C'était la guerre. Et puis, pendant la guerre, il y a eu des dénonces. Il y avait d'autres réfugiés, il y en a eu d'autres. Après les Juifs, on a caché un résistant, qui était instituteur basque. Alors lui, il avait aussi sa belle-mère, sa femme et ses 2 enfants, qui ont pris la place des Juifs. Toi, tu continues à te faire petit. Voilà. Et le résistant se partageait entre chez nous et une famille de Vidouze, plus loin que Montbouquet. Nous avons été dénoncés parce que pendant la guerre... Et ces gens-là, ils vivaient cachés, ils se cachaient. Je me rappelle, chaque fois que le chien aboyait, quand il était chez nous, il baissait la tête pour passer devant la fenêtre. Ah ouais. C'était infernal. Et pendant la guerre, on a emmené dans des patelins des familles de pourris, des collabos. Et il y en avait un qui habitait à la maison qui appartient à Camboué, en bas. Et avant, c'était le vieux Tapi qui habitait là, l'ancien instituteur. Et ces gens-là, même il y avait des femmes qui venaient de Pau, qui allaient donner des renseignements et tout ça, c'était dégueulasse. Ouais. Et mon père qui faisait sa résistance, t'as entendu parler que pendant la guerre, à Londres, les Français parlent au français. De Gaulle était à Londres, avec d'autres. Et quand on disait il mangera du lard, c'est qu'il y avait les Anglais qui venaient débarquer, qui venaient parachuter des armes en haut de la côte. Et papa allait récupérer ça avec le char à bœuf. Et il ne faut pas oublier que les Boches, parce que j'ai toujours appelé les Boches, c'est quelque chose. Toutes les armes, parce qu'il y avait des gens qui venaient de la ville, des jeunes qui venaient depuis tard, de ces résistants. Et quand tu reçois ces résistants qui te passent à la maison, que tu es à la campagne, que tu as du saucisson, que tu as du jambon, j'aime autant te dire que chez la gare, il en est parti du saucisson et du jambon, avec ces jeunes affamés qui venaient de la ville pour faire la résistance. Et ils aidaient mon père, parce que mon père, en haut de la grange, elle est toujours à la même hauteur. Oui. Il avait fait un double plafond. Et toutes les armes étaient cachées sous le toit. Tu comprends? Et je sais qu'un soir, il avait oublié, on ne lui avait pas donné le mot de passe. Et il avait eu le chose de Londres. Et les résistants étaient là et ils le reçoivent avec une arme. Tu ne crois pas qu'il a écopé? Ouais. Et tout ça. Et un jour, on a été dénoncés, évidemment. Les Allemands sont venus chez nous. Ils ont mis une mitrailleuse devant la maison, surélevée là, derrière la grille, et une autre derrière la maison. On nous a alignés sur le trottoir. Heureusement, ton père n'était pas revenu du champ, il était dans le champ. Mais il y avait un jeune homme que papa avait pris, c'était un Charentais qui avait refusé avec un de ses copains de partir STO, travail obligatoire en Allemagne. Nous l'avions aussi en même temps. Et chez le voisin, il y en avait un autre. Et figure-toi, ils ont fouillé la maison et ce jour-là, il y avait le résistant qui cherchait. Au fond du champ, il y avait une moto. C'était aussi pour le résistant. Dans la grange, là, il y avait des camions pour la résistance. Chez Pébord, la grange aussi, en face, il y en avait. Ouais. Et alors, heureusement qu'il n'avait pas la photo de ce résistant, parce qu'il avait toujours le béret basque et ses grosses lunettes. Ils se sont rencontrés dans le chai. Ils ont fouillé tout le haut. Terroriste, il n'avait que ce mot. Ils se sont rencontrés dans le chai. Il ne s'est pas démonté, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a salué l'Allemand, qui était venu par la porte arrière du chai, de dessous la grange. Oui. Grâce à Dieu, il y avait des petits cochons qui se baladaient sur le hangar. Des petits cochons noirs. Il a pris un bâton, il a chassé les cochons vers l'autre mitrailleuse comme s'il gardait les cochons. Imagine-toi, papa, qu'est-ce qu'il a pensé là?
Ils auraient pu nous bousiller tous. Ils n'ont même pas, parce que les Allemands c'était ça, terroriste, terroriste. La moto, ils auraient pu avoir un truc, c'était des grosses motos pour la résistance et tout ça. Ils n'ont rien demandé. Ils étaient tellement obéissants, des terroristes. Ouais. Quand ils sont repartis, contents, ils rigolaient, tout ça. Puis tout d'un coup, ils ont entendu des cris. Papa a eu peur qu'ils aient été à la grange découvrir des... Non, ça n'était pas passé. Ils sont partis contents comme ça. J'aime autant te dire que la trouille, on l'a eu. Et si je te raconte, je vais te dire une chose aussi. Comme récompense, tu sais, chez nous, on n'attend pas les grandes récompenses. Et j'étais là quand il a reçu, par courrier, la croix de Gaulle, tu sais, l'insigne de Gaulle. Et je peux te dire ce qu'il a dit, j'étais à côté. Il a fait, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et après, il y a eu les prisonniers de guerre. Alors, toujours mon père qui s'est chargé, il a demandé qui c'est qui en voulait. À Casteil, je sais qu'il y en avait un. Chez nous, il en a pris un. Et je ne sais pas si c'est chez Sébat, il n'y en a pas eu un. Où il faisait le couillon, celui-là, il mettait le soutrage dans leur atelier et tout ça. Enfin. Et quand il a été les chercher à table, papa a demandé s'il y avait un musicien. Toujours cette idée de folklore chez nous. Il y en a un timidement qui a levé le doigt. Et c'était un grand violoniste. Tu sais ce qu'a fait mon père? Il est parti acheter un violon à Tarbes. Après la trouille des Allemands, il a acheté un violon. Et comme mon frère jouait de l'accordéon, qui ne connaissait pas les notes, il apprenait du par cœur, comme font les manouches, et puis c'est tout. On a été acheter, mon père a été acheter des partitions de musique. Alors le soir, l'allemand décortiquait tous les choses. Et ton père apprenait. Non mais il faut le croire, ça. Il faut le voir pour le croire. Et il était très attentionné, cet allemand. Mais je pense que c'était le vrai illyrien quand même. Mais droit dans ses bottes, tu vois. Et respectueux. Maman, tu sais pas qu'elle a pleuré quand il est parti. Il était toujours attentionné. Quel est le bois? On rentrait le bois près de la cuisinière. Toujours attentionné. Il était attentionné envers elle. Il n'a jamais voulu manger à la salle à manger avec tout le monde. Et quand il est reparti, je dis que maman l'a regretté. Et on a reçu une lettre, il avait dû se faire aider parce qu'il ne parlait pas trop. Il s'appelait Willy Kjoller. Il s'est fait aider sans doute pour nous écrire. Je me rappelle la fin, d'abord dans cette lettre, il nous demandait si on pouvait lui envoyer une partition qu'on avait achetée, qu'il trouvait belle. On lui avait envoyé d'ailleurs. Et il avait fini sa lettre, ici, beaucoup content, beaucoup mangé, non, beaucoup amour, mais pas beaucoup mangé. Voilà la fin de sa lettre. Et tu vois maintenant, avec tous ces appareils que tu as, ça aurait existé à l'époque, j'aurais aimé peut-être. Et avant tout ça, encore la guerre, un jour un officier s'est présenté chez nous. Parce qu'ils n'étaient pas loin dans le haut là. Ouais. Parce qu'ils faisaient des manœuvres. Ils avaient trouvé, ils étaient pas fainéants, ils avaient fait des tranchées pour faire des tirs et tout ça. Ah, ouais. Tu sais, en haut. Là, sur le plateau là. Sur le plateau. Ouais. Un officier est venu demander si on pouvait les loger. Mon père a dit oui. Alors, le soir, mais c'était toujours chez nous que ça atterrissait. Pourquoi chez nous, pas chez les autres? On était les visés. Bon. Enfin, on lui a dit oui. Alors le soir, ils sont descendus en chantant leur Heidi Heido, tu sais, là, comme ça. Ils chantaient bien, remarquez. Les bottes, là. Ils avaient déposé toutes les armes sur le trottoir. Papa les a invités à rentrer, comme il savait qu'ils devaient venir. Il avait attrapé de l'agnole, parce qu'il faisait l'eau de vie, papa. Oui. Il avait dit à maman, porte des verres à la salle à manger. Il les a tous invités, ils sont tous rentrés, sauf celui qui gardait les armes, qui a passé toute la nuit à faire les 100 pas. Ah, on était gardés, celui-là. Et tu sais, alors ils ont bu. Papa en a servi un d'abord, je me le vois toujours, il était grand, rouge, joufflu. Il goûte un peu. Ah, coûte, schnapp, il faisait. Tu aurais vu tous ces bras qui se tendaient pour boire. Ils étaient un peu pétés comme ça. Tu sais où ils ont dormi? Sous les arbres. Ils avaient les arbres pour le maquisard à 2 mètres dessus. Ils ont dormi dans le foin. Je ne sais pas comment ils n'ont pas loupé l'échelle, parce que je vois que tu n'as jamais fait d'escalier pour aller au foin. Non. Ils ont tous monté l'échelle, il y en a aucun qui se sont cassés la pied. Ah, ouais. Et ils ont dormi sous les arbres qui étaient
S'ils avaient des couverts. Quand tu racontes des choses comme ça, tu te rends compte. Mais non, papa les avait pétés avant. C'est pour ça. Il s'est dit, attends, je vais... Parce qu'il savait quand même. C'était risqué, ouais. Mais oui, c'était risqué, on a trop risqué. Tout ça pour un petit ensille de merde, alors qu'il y en a qui font des grands plats de gens qui n'ont pas... Enfin, on ne cherche pas tout ça. Oh, la libération, ça a été des balles. Je me rappelle, j'avais Lucienne, ma soeur Lucienne, qui jouait. Alors, dans les patelins, on faisait des balles partout. Alors, ton père jouait dans un côté, ma soeur jouait dans un autre, comme ça. Mais le jour de la libération, ça te dit rien, pas spécialement particulier. Je pense que j'avais plus de souvenirs de la tristesse de la guerre. De mauvaises choses. Oui. Et de la trahison même de l'instituteur. Et déclaration de guerre, ça la déclaration de guerre. Tu vois, à la porcherie, côté, ils avaient mis l'affiche de la mobilisation. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Et je me rappelle Zéphirin, notre domestique, il s'était mis à pleurer. Et il a été libéré par les Russes avant les autres. Ah bon? Et quand les Allemands ont bu leur gnôle comme ça, tu sais, et quand le gros a dit « Ruski kaput, guerre finie », tu sais, en levant son verre « Ruski kaput, guerre finie », je sais que Zéphirin a dit « Oh, canto, canto », comme qui dit « chante, chante ». Mais il fallait se méfier, parce que des fois, il y en a qui comprenaient. En patois, on ne te comprenait pas, mais en français, il fallait se méfier, parce qu'il y en a des fois qui... C'est pour ça que papa, après la guerre, ça ne m'étonne pas qu'il ait dit « Si c'était à refaire, je ne le referais pas ». Non seulement prendre ce charentais, cacher les armes, prendre les juifs, prendre ce résistant à toute la famille, non. C'est pas possible. Oh, moi je me rappelle des Allemands quand ils étaient au village là. Je me rappelle quand on était... j'avais 7 ans, 7-8 ans, même pas. Je me rappelle des Allemands, oui, quand on était sorti de l'école, là, ils étaient au centre du village, là, des camions, des Allemands partout, et oh putain, c'était dans les années 43, 44, quoi. Là maintenant, ils retracent un film là, sur le débarquement de Normandie. Ici, il y avait la maison d'amour, et ici, les Allemands avaient mis le feu. Alors il ne reste que le mur. Enfin, je peux vous expliquer comment il s'est mis le feu. Il y avait un maquis, il avait mis une mine pour aller à l'abbaye de Talstex. Et les autres maquis, ils étaient par ici. Et après ce maquis, il avait mis la mine et il n'y a plus pensé, il est passé dessus, il était mort, il a été tué. Et alors les autres, ils l'ont traîné. Mais seulement quand ils sont arrivés devant cette maison, les Allemands arrivaient, alors ils l'ont laissé là. Ils sont partis à travers les bois. Et il y avait le lieutenant Turca, lui. Avait des soldats. Le lieutenant Turca, c'est celui du Concorde. Il l'avait fait paraître sur le journal, mais moi je ne l'ai pas. C'était un voisin qui avait eu le journal, il me l'avait fait voir. Et alors quand ils ont vu le maquis ici, ils ont mis le feu à la maison, ils ont fait cramer tout. Et nous on était en haut, et les Allemands ils nous mangeaient le pain, ils nous mangeaient les œufs et tout. Et nous, après ils avaient tué une vache juste au coin de la grange, pour manger. Et puis ma mère elle allait tirer le lait aux vaches et le vin avec les mitraillettes des Allemands de chaque côté. Et nous, on était petits, moi j'avais 5 ans. Et puis seulement quand ils ont mis le feu, moi j'étais chez ma grand-mère, dans notre maison au fond, et on avait amené une truie avec un camouflé, un gars de la Somme qui s'était réfugié ici. Et on était là-bas. Et alors ce homme-là, il prenait le café autour de la table, ils ont demandé les papiers à tout le monde, ça va lui. Ils ont dû se dire, ça va être le patron. Après, ils ont ouvert un tiroir, il n'y avait rien. Après, il y avait 5 ruches. Mon père avait été petit, c'est lui qui me l'avait raconté, il avait amené, enfin me raconter, oui, mais moi ça peut être confirmé par d'autres événements. Mon père avait, il était jeune, hein, il devait avoir 16 ans ou 14 ans, il était parti jusqu'à Bagnères pour amener une vache, mais la vache, c'était le maquis qui lui avait, comme le maquis était chez moi au moulin, elle avait été porteuse d'un message. Et il est passé à travers les lignes allemandes, ils lui ont rien fait, parce qu'il avait qu'une simple vache qui était grosse, il n'avait rien fait. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, il y a le Corfran Pommiès qui cherchait un certain Jacques pour lui remettre la médaille des Justes. Alors il est allé ici à la Vielle, tout le monde a dit, ah non, mais il n'y avait pas de Jacques à l'époque. Or c'était mon père. Et à l'époque, il y a eu aussi des Juifs qui étaient hébergés ici au quartier de la Vielle, et qui venaient chez moi pour manger. Et un remerciement, et ils voulaient remercier mon grand-père, qui était officier,
et militaire. Et il a dit non, vous n'avez qu'à donner à l'église. Et en fait, on se retrouve avec 2 chandeliers qui portent les signatures et les noms des 2 juifs, officiers juifs, polonais, qui étaient en fuite donc, et ils avaient mis ça dans l'église. Mais ça n'avait pas beaucoup de monde qui le sait, et comment. Après, c'est pour ça que je le dis. Mais c'est vérifiable. Ça y est écrit dans les églises. Le Noël, c'était l'orange, avec le petit sabot à chocolat, avec le petit Jésus rose, un sucre dedans. Et puis c'était fini, tu vois. Il n'y avait pas des étalages de jouets comme maintenant, mais bon, c'était un peu tout le monde pareil. Et puis, il y avait des endroits où les gosses ne parlaient que patois chez eux. Chez nous, on parlait français. On les entendait parler patois entre eux, mais nous autres, on a compris le patois comme ça, en les écoutant. Mais on nous parlait français. Mais quand j'étais à l'école, il y en avait un, Aristide, qui ne savait pas parler le français. Jacquel, ça veut dire que les gens s'y partaient... non, oui, ils recevaient des pèlerins qui étaient sur les routes. Bon, alors les routes, tout le monde te dit, ça passe au Pays Basque. Oui, les routes de maintenant, mais les routes d'avant, elles passaient par le Béarn. Elles passaient par ici, elles remontaient par la vallée d'Ossau. Elles n'allaient surtout pas au Pays Basque, parce que les Basques, c'était les premiers voleurs. Donc ils tuaient les gens pour reprendre l'argent. Donc ils passaient par le Béarn avec les troupeaux, ils remontaient, ils redescendaient. Et ça donnait le nom de Jaca, Raca, de l'autre côté, espagnol. C'est bien, parce que c'est derrière Oloron, on a bien Raca. Et ça c'est très très important. On nous fait croire aujourd'hui que ça prend Saint-Jean-Pied-de-Port. Actuellement, oui, la nouvelle route, mais les vieilles, elles passaient par là. Et donc chez moi, étant une maison de jacquère, on avait un cadet de la maison qui faisait les routes à la place de ceux qui ne pouvaient plus les faire. Il y a des gens qui étaient fatigués, ils n'arrivaient plus à les faire. Donc lui, il partait, il revenait de Saint-Jacques. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu le prouver. Et j'ai trouvé, moi je l'ai prouvé par des documents, et j'ai trouvé aussi, officiellement, une statue qui existe toujours, je dirais pas où elle est, et qui représente donc le pèlerin de Saint-Jacques. Et il n'a que 4 coquilles, ça veut dire qu'il est à la 5e fois, il n'est pas revenu. On sait qu'il est revenu 4 fois, mais à la 5e fois, il n'est pas revenu. Alors ici, c'était l'église de chez moi, donc Saint-Martin. L'autre église qui est avant, c'était le Parsan, c'est Saint-André, c'est Saint-Jean-Baptiste. Et là, il y a un hôpital. Et l'hôpital, il est chez Xavier Pédoger Mignou, où en fait, on a toutes les traces d'un appareillage qui servait à soigner les gens. C'est Xavier qui me l'avait fait voir, ça avait été démonté, mais ça y est toujours. Il a un puits, le puits, c'est un puits qui est armé, c'est-à-dire il a des meurtrières, il est pour être protégé. Et ensuite, l'autre maison, c'est plus vers le nord. La première, c'est Saint-André. Là où Saint-André, c'est la croix de Saint-André. Cette église, pareil, avait été en charge avec des gens de Lucaré. Et ils amenaient à faire un choix aux pèlerins. Soit ils reprenaient la route vers Molas, soit ils revenaient, ils allaient à l'hôpital Saint-André, ou ils venaient par chemin pour partir avec les troupeaux. Voilà. Donc on se retrouve à avoir une histoire médiévale antique au niveau des routes de Saint-Jacques. Et il s'avère que je ne me trompe pas, parce qu'on a de plus en plus de touristes allemands qui viennent ici, qui s'arrêtent parce qu'ils savent que c'est la route, et qui font cette route. Ils n'ont pas la route du Pays Basque. Voilà. À Montané, oui, plus ou moins, c'était la restauration du château. Le château, à mon époque, c'était tout ouvert, il y avait des broussailles qui poussaient partout. Il y a des gens qui se sont intéressés à ce château et qui ont commencé à faire des fouilles. Et en plus, quand j'étais à l'école, au centre, quand j'apprenais le métier de maçon, on était venu pendant les vacances travailler au château, refaire le départ des murs. On a travaillé une semaine ou un peu plus pour arranger un peu tout ça. Et puis après, tous les étés, il y avait des jeunes qui venaient pour continuer à nettoyer, faire des fouilles, chercher des choses. Certains pensaient qu'il valait mieux bouffer les voisins pour pouvoir réussir. Et donc, avec les appuis, avec la politique, avec le syndicalisme, ils ont tout fait. Donc, moi, j'avais beaucoup de gens qui s'étaient plaints de ça et on a fait renégocier le remembrement. C'est-à-dire que ça a rien coûté aux gens.
parce que je les fais renégocier. Sinon, ça leur coûterait jusqu'à aujourd'hui encore. 300 €, enfin 300 francs plutôt, l'hectare par an. La mise à jour des médiévales, à l'époque, j'étais trésorier de l'association Les Amis du Château et on a mis, si vous voulez, sur pied les médiévales. Mais ça, c'est récent et c'est pas vieux. Et ça a été un travail énorme et qui a apporté pas mal de connaissances momentanées sur l'extérieur. Montanée est connue au niveau médiéval, c'est une des plus belles fêtes médiévales qui existent dans tout le sud-ouest de la France. Il y avait pas. Après, sur le reste du monde, il n'y avait que très peu de télé, donc il n'y avait pas de télé, bon, un peu, et la radio. Puis il n'y avait pas d'information tout le temps. Localement, les choses ne se disaient pas non plus